Ce podcast est une production du CHEM Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du CHEM Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. Prendre le temps d'accueillir des histoires douloureuses qui ont besoin d'être dites et redites. Ne pas travailler seul, se coordonner avec des psychologues, mais aussi tous les professionnels qui ont été présents en amont au moment où cette femme ou cet homme vivait ce deuil, cette perte. Telles sont les pistes de réflexion proposées par Anne-Laure Sutter-Dallé, pédopsychiatre, dans ce 8e épisode du podcast du CHEM Santé, le dernier, consacré au deuil périnatal. Travaillant au milieu hospitalier, et plus particulièrement dans le domaine de la psychiatrie périnatale, elle détaille toutes ces pistes afin de proposer la prise en charge la plus adaptée aux personnes qui sont confrontées à l'arrêt d'une grossesse ou la perte d'un bébé. Le deuil périnatal fait partie du champ de la périnatalité, mais c'est aussi un sujet dont on parle peu dans la société en général. De nombreux professionnels de santé ne sont pas formés à cette question. Anne-Laure Sutter-Dallé, est-ce qu'on peut constater la même chose chez les psychiatres qui exercent en libéral ? Oui, fort probablement. En tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est inclus dans les études ni de médecine, ni dans le diplôme d'études spécialisées de psychiatrie. Alors, ce sont des choses qui vont venir, puisqu'il va y avoir une possibilité pour les jeunes psychiatres de se former à la psychiatrie périnatale dans les années qui viennent. Les psychiatres, dans leur formation, reçoivent quand même des notions sur l'accompagnement des deuils, mais le deuil périnatal a des spécificités qui, je pense, sont pas forcément abordées dans la formation qu'on reçoit. Ça peut être particulièrement traumatique dans le sens où ce n'est pas un deuil attendu, entre guillemets, quand on sait très bien qu'on perdra ses parents, ses grands-parents. C'est faire le deuil de quelqu'un qu'on n'a pas connu. Alors, pour faire le deuil, les images, les souvenirs, tout ça sont des choses sur lesquelles on peut s'étayer sur le plan psychique pour intégrer l'événement. On n'a pas ça avec un fœtus, avec une grossesse. Donc ce sont des choses que les équipes de maternité qui ont travaillé là-dessus essayent de créer autant que faire se peut, prendre des photos du bébé, faire une empreinte de pied, donner des choses comme ça, donner un petit bracelet, enfin pour que les gens aient possiblement le peu de souvenirs qu'on peut leur créer. Mais ça, c'est quelque chose de spécifique. Donc c'est un double mouvement psychique, c'est à la fois accompagner une grossesse, un projet de vie et un passage de vie très important avec des changements très profonds. Et puis tout d'un coup, on revient en arrière. Voilà, ce sont des allers-retours compliqués, donc et d'arriver à élaborer ça avec les personnes qu'on accompagne, c'est un des grands axes de travail. Écoutons dès maintenant le témoignage de Zoé, dont la première petite fille est décédée in utero en toute fin de grossesse en 2021. Peu de temps après le décès, Zoé a souhaité entamer un suivi et, puisqu'elle ne trouvait aucun professionnel spécialisé en périnatalité dans son secteur géographique, elle est retournée voir une psychiatre qu'elle avait consultée plusieurs années auparavant pour une toute autre problématique. Durant ce suivi, Zoé d'ailleurs a été de nouveau enceinte. Elle a accouché d'une seconde petite fille. Je vous laisse découvrir son témoignage. Elle avait du mal à prendre les perches que je lui tendais sur le sujet du deuil périnatal et du décès de ma fille. En fait, on l'a très peu évoqué, le décès de ma fille. On est tout de suite allé sur d'autres sujets qui étaient des sujets qu'on avait traités dans le passé. Mais moi, j'avais surtout envie de parler de ma fille et jusqu'au jour où elle m'a dit mais qu'en fait, c'est que je faisais trop de place à ce bébé décédé, que ça pouvait être néfaste pour ma deuxième fille. Alors que moi, j'avais justement l'impression de ne pas en parler assez, avec elle en tout cas. Ouais, il y a vraiment un écart entre mon ressenti et le sien et en fait, c'est un écart que je retrouve dans la vie de tous les jours avec n'importe quelle autre personne. Voilà, c'est ce gouffre qu'il y a. Donc là, depuis le début de l'année, elle m'a diagnostiqué une dépression là, depuis début 2024
et elle a évoqué lors d'une consultation que je serais peut-être dans un deuil pathologique, mais elle m'a pas trop, expliqué ce que ça voulait dire. C'est très courant que les femmes qui vivent un deuil périnatal aient justement, pour reprendre les mots de Zoé, cette impression d'écart, de fossé entre les autres et elles-mêmes. Et là, Zoé se sent même en décalage avec sa psychiatre, comme avec toute autre personne qui n'aurait pas vécu de deuil périnatal. Et ça, c'est vraiment ce que rapportent les personnes dans les deuils périnataux, c'est qu'ils se retrouvent tout d'un coup en décalage horaire complet avec tout le monde. Je pense que la collègue qui l'a accompagnée, ben oui, on sent bien, elle a une pratique classique de psychiatre qui accompagne des personnes adultes dans leurs difficultés. Et elle a un peu cette réaction-là, c'est que là, il y a de la distance, il y a du temps qui est passé. Si le deuil ne passe pas, ben, c'est que c'est un deuil pathologique. Alors peut-être, hein, cette dame avait quand même déjà eu un suivi, peut-être qu'elle avait des vulnérabilités et que ce traumatisme a réactivé une vulnérabilité qui avait besoin, et que c'était peut-être effectivement quelque chose de plus intense aussi, qui a nécessité un traitement quand même. Donc peut-être qu'on est dans un deuil pathologique, donc qui dure trop longtemps, qui est trop intense. Peut-être juste on était dans un deuil périnatal de quelqu'un d'un peu sensible et qui aurait nécessité plus de temps. Et juste d'écouter en fait la douleur des gens et les accompagner et la prendre en considération, c'est ça qui leur fait du bien, c'est de ne pas leur dire: «Oui bon, passons à autre chose, c'est bon, c'est fini» ou alors: «Si vous passez pas maintenant à autre chose, c'est que c'est pathologique, donc on va vous donner un antidépresseur». C'est juste de tolérer qu'ils puissent y revenir, y revenir, y revenir en boucle jusqu'à ce que, au bout de plusieurs mois, ça finisse par s'élaborer ou pas, et c'est quand vraiment ça ne s'élabore pas, que là, on tombe sur des prises en charge qui sont plus classiques, on va dire. S'ils ont des idées de suicide, s'ils ne dorment plus, s'ils ne mangent plus, qu'on est sur une symptomatologie dépressive, importante, bien sûr qu'il faut les traiter comme tels, ça c'est clair. Mais c'est là que l'expérience et la formation va permettre de faire la différence. Quand même, en période périnatale, le cerveau devient très sensible pour pouvoir se rendre sensible pour les interactions, et là, il y a pas de bébé. Donc ces dames se retrouvent avec un cerveau hypersensible, un deuil et pas d'enfant. Donc c'est un peu incohérent en termes de message. Le temps que le cerveau s'adapte à tout ça, et ne dérape pas, bah, pour qu'il dérape pas, faut avoir de l'aide, du soutien et pouvoir élaborer, être accompagné avec des gens qui vont vous expliquer. Mais il n'y a pas de technique de psychothérapie spécifique, c'est juste vraiment de l'explication de ce qui se passe, de l'accompagnement et du soutien. Donc c'est pas non plus toujours le travail des psychiatres. On est dans l'accompagnement d'un moment de vie, on est dans une position de soignant dans le sens où il faut pas rater les gens qui vont décompenser quelque chose à ce moment-là, mais on est aussi dans une position d'accompagnant, et c'est là que la différence entre le suivi psychologique et psychiatrique, et que c'est bien d'être à deux. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, ce n'est pas toujours le travail du psychiatre. Alors qu'est-ce que vous préconisez, Anne-Laure Suter-Dallé, que les psychiatres en libéral ne travaillent pas seuls quand ils prennent en charge une personne qui vit un deuil périnatal? Tout dépend de la quantité de temps que le collègue pourra donner dans les premiers temps. C'est vraiment des consultations qui peuvent durer vraiment 1 heure, parce que les gens ont vraiment besoin de répéter en boucle les choses, de reprendre, d'y donner du sens, d'arriver à progresser dans leur douleur morale et à s'approprier toutes ces choses-là, et à trouver les stratégies d'adaptation qui vont leur permettre d'annoncer autour d'eux, de vivre avec ça, de reprendre le cours de leur vie avec ce nouvel élément, et pouvoir vraiment être dans un positionnement d'accueil de la douleur des gens et juste les écouter et les accompagner dans ce moment-là. Et ça, peut-être que les psychiatres, on est médecins, on veut aider les gens, on veut avancer, on veut les aider à avancer. Peut-être que pour cette population de patientes, on va peut-être trop vite, on a des actions trop rapides, on va peut-être trop vite vers le diagnostic de deuil pathologique, et voilà, donc il faut pas passer à côté, hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a pas de deuil pathologique ou de réactivation traumatique, enfin, mais il vaut peut-être mieux être à deux si on n'a pas le temps ou si on n'est pas formé pour faire des psychothérapies soi-même. Il faut pouvoir joindre l'aide d'un collègue psychologue formé. Cette collaboration entre psychiatre et psychologue, c'est quelque chose qui a aidé justement Marie-Clémence. Marie-Clémence est la maman d'un bébé décédé après la naissance. Dans son témoignage, elle explique qu'un événement familial a déclenché chez elle un raz-de-marée émotionnel, plusieurs mois après la mort de son fils. Et à cette occasion, elle décide donc d'aller consulter une psychiatre
pour compléter le suivi qu'elle a déjà entamé avec une psychologue. Pendant la première séance, qui a duré assez longtemps, je lui ai raconté l'histoire de mon petit garçon et puis elle m'a posé un tas de questions et à la suite de cet entretien, elle a posé un diagnostic, sur cet état dans lequel je me trouvais, qui est, le stress post-traumatique. Ça a été une, 1 étape très importante pour moi parce qu'elle m'a expliqué que le stress post-traumatique, c'était quelque chose de très sérieux, que ça impactait le fonctionnement du cerveau et que ça nécessitait une thérapie ciblée. Donc je me suis sentie, vue à ce moment-là. Elle m'a aussi, beaucoup aidée parce que dans son attitude, elle est jamais tombée dans les écueils de la pitié, de l'apitoiement ou du conseil pas vraiment sollicité. Elle a vraiment su, m'aider à verbaliser mes émotions, notamment ma colère immense dont je ne me rendais pas vraiment compte. Puis elle m'a aidée à naviguer des situations familiales, douloureuses avec un petit bébé dans ma famille qui est né, peu de temps après la mort de mon fils. C'est un chemin qui est long, mais elle a été une des clés qui m'a empêchée de sombrer au plus profond à un moment où je vivais, des moments très noirs, avec des pensées suicidaires. Ma psychologue et ma psychiatre sont rentrées en relation l'une avec l'autre et en fait, ça a créé une toile de soutien qui a été très bénéfique pour moi et je trouve que cette communication, ce triangle de communication a été très vertueux. Anne-Laure Suter-Dallé, les mots de Marie-Clémence viennent corroborer ce que vous avez dit. L'approche multidisciplinaire entre différents professionnels peut être vraiment bénéfique pour les personnes qui vivent un deuil périnatal. Et puis, il y a ce passage qui fait référence à l'attitude de la psychiatre. Je me suis sentie vue, note Marie-Clémence. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase? Et effectivement, être vue comme la maman d'un bébé qui n'est plus là et dans toute sa complexité, dans toute la difficulté, le traumatisme que ça représente, bien sûr que c'est quelque chose de majeur. Alors le témoignage de cette jeune femme là, c'est quelqu'un qui a perdu un bébé à quelques jours de vie. Donc c'est encore autre chose parce que dans les deuils périnataux, il y a quand même la grossesse et l'interruption médicale de grossesse et la naissance d'un enfant mort. Perdre un enfant après quelques jours de vie, c'est encore autre chose. Il n'y a pas de niveau de traumatisme plus élevé, hein, ça dépend aussi de ce que les gens ont pensé en amont, de comment ils se sont ajustés à la situation, de leur histoire de vie. Donc, il y en a pas un qui est plus traumatique que l'autre, mais le décès d'un enfant avec qui on a déjà quand même quelques liens pendant quelques jours, c'est quand même potentiellement plus compliqué et plus douloureux, en tout cas, peut-être qu'une grossesse qui s'arrête un peu plus tôt. Voilà, donc cette dame-là, elle a un parcours particulier, mais le fait d'être vue, comme elle le dit, ça, je pense que c'est vraiment majeur. Et d'être vue avec la prise en compte du fait que c'est un événement potentiellement extrêmement traumatique par tout le monde, aussi bien par le gynécologue que par l'obstétricien, que par la sage-femme, que par les équipes. Une vue globale d'un suivi multidisciplinaire et d'un accompagnement multidisciplinaire de l'événement traumatique, c'est important, mais il y a tout un travail qui ne concerne pas les psychiatres et qui doit être fait en amont. Et que si le psychiatre arrive tout seul, sans l'antériorité, sans le lien avec les équipes qui ont accompagné la période du deuil, sans possibilité d'échanger sur tout ça et de connaître le parcours, c'est plus compliqué. Donc c'est toute la spécificité en fait de la psychiatrie et de la santé mentale périnatale. C'est pas que pour les deuils, c'est pour tout en fait. Quand il y a une grossesse qui va pas bien, que la maman va pas bien, que tout ça, ce sont des choses qui sont inhérentes à notre spécialité où on travaille forcément avec les obstétriciens, les pédiatres, les sages-femmes. On peut pas travailler seul dans son cabinet quand on accompagne une femme qui est en période de périnatalité, que ce soit avant ou après. Il y a un enfant, il y a un fœtus, il y a le conjoint qui est très présent et toute la réactivation des problématiques familiales, toutes ces choses-là. Pour nos collègues installés, l'idée qu'il faut avoir, c'est qu'il ne faut pas rester seul avec ces prises en charge. Donc c'est des représentations très différentes, je pense, de ce qui est fait d'habitude. Anne-Laure Suter-Dallé, est-ce que vous souhaitez transmettre à vos collègues en libéral des points de vigilance qu'ils doivent avoir à l'esprit quand ils prennent en charge une personne qui vit un deuil périnatal?
Je dirais les antécédents. Faut quand même bien reprendre les antécédents de la patiente et puis l'histoire familiale. Comment est-ce que ce deuil souvent les gens qui ont des difficultés et vraiment qui arrivent dans quelque chose qui va nécessiter des vrais soins, ils ont des histoires familiales complexes qui sont réactivées à cette occasion. Ils ont eux-mêmes des antécédents de traumatisme, pas forcément périnataux, hein, mais des histoires de vie traumatique de l'enfance. Enfin, il faut vraiment bien faire l'anamnèse pour avoir une idée des vulnérabilités un peu spécifiques des gens. C'est très très important. Et puis avoir une bonne idée de comment ils ont été accompagnés. Est-ce qu'ils ont manqué d'explications? Est-ce qu'ils ont manqué d'informations? Je redis, pour pouvoir éventuellement passer un coup de fil à l'équipe qui a accompagné la dame pour voir si c'est le vécu de la dame parce qu'elle était vraiment dans un moment très traumatique, elle n'a pas pu engrammer les informations qu'on lui a données. Ça aussi, hein, c'est possible et les informations ont été données, mais ça n'a pas pu être entendu à ce moment-là. Donc ces allers-retours avec les équipes aussi, je pense que c'est important à avoir quand on commence une prise en charge comme ça. Mais il faut avoir l'accord de la patiente, bien sûr. Et puis il faut avoir le courage de prendre son téléphone, d'appeler le collègue. Voilà, j'ai cette dame, elle va pas très bien. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé pour elle, de votre point de vue? Passons maintenant au témoignage de Sibylle qui a vécu un arrêt naturel de sa grossesse, une fausse couche, à la fin du premier trimestre. Au début, elle ne se sent pas légitime pour être accompagnée dans cette épreuve, compte tenu du terme auquel la perte est intervenue. Malgré tout, elle ne va pas bien et consulte une psychiatre plusieurs mois plus tard. Et donc, je suis allée voir cette psychiatre qu'on m'avait recommandée, qui a été très bienveillante, mais elle m'a dit très vite que déjà que j'étais dans un état dépressif léger, mais qu'elle pensait que ma tristesse était autant, voire plus due au fait de ne pas retomber enceinte que par rapport au deuil de ce bébé. Puis moi, je lui ai pas forcément donné tort, même si j'étais pas forcément complètement d'accord avec elle. Enfin, pour moi, il y avait ces deux choses qui me faisaient vraiment souffrir. Et voilà, elle m'a énormément aidée. Elle m'a prescrit des médicaments qui m'ont beaucoup aidée à me sentir très vite mieux. Et jusqu'au jour où elle est venue vers moi en me disant qu'elle avait lu un article scientifique sur les fausses couches et sur le deuil périnatal. Et depuis ce jour-là, je l'ai sentie beaucoup plus impliquée, en fait, beaucoup plus peut-être émotionnelle par rapport à ma peine. Je ne sais pas comment dire, mais je sentais qu'elle comprenait beaucoup plus, qu'elle se projetait peut-être plus dans ma peine. Je la sentais plus empathique. À la fin, je la sentais mais figée comme une pierre silencieuse. J'avais l'impression en fait de parler dans le vide. Et puis, elle est devenue toute rouge. Elle a essuyé une larme. Elle m'a dit: «Excusez-moi, mais c'est tellement fort». Et puis, elle a bredouillé: «Votre bébé, il est vraiment parti enveloppé d'amour». Et voilà. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Enfin, qu'elle ait versé ses larmes sur mon chagrin, sur mon bébé. Ça a été mais infiniment précieux pour moi. Et ça m'a fait un bien fou. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée à me sentir en paix par rapport à ce que j'ai vécu. Finalement, il y a énormément de cas de figure médicaux derrière l'expression deuil périnatal, et ce n'est pas parce que la perte est précoce que le deuil est nécessairement moins douloureux. On peut avoir un deuil périnatal douloureux même à 2 mois de grossesse, hein. C'est pas une question de terme, hein. C'est vraiment une question d'investissement psychique de l'événement. Ce qui est important en psychologie et dans les événements traumatiques, c'est le stress perçu par la personne. C'est pas le stress que les soignants vont associer à un événement. Et ça, dans le deuil périnatal, c'est majeur. Les gens, eux, c'est une fois dans leur vie. Donc, ça peut être à 3 semaines de grossesse, une grossesse qui s'arrête. Ça peut être quelque chose d'extrêmement traumatisant. Si la dame dit, moi, ça m'a mis dans une situation où j'avais une douleur morale qui était trop intense pour moi et j'étais submergée, il faut pas lui dire, ben, quand même, c'est pas grave, vous en aurez un autre. La douleur morale, elle est là et donc on la considère, on la prend en charge et sans aucun jugement
de normalité, enfin de ce qu'on estime devoir être normal ou pas, on considérait la parole de la patiente et du conjoint. On n'a pas parlé du papa, mais il y a des papas qui peuvent être très impactés, hein. Alors souvent la temporalité est pas la même entre le monsieur et la dame. Souvent le monsieur il tient au début, il tombe un peu plus tard quand la dame va mieux. Alors, puisque vous parlez des pères, des coparents plus généralement, c'est vraiment important de les prendre en compte dans cet accompagnement. Alors, c'est important qu'ils soient pris en compte, comme vous dites, parce qu'il y a des conjoints qui, eux-mêmes, vont dire à leur compagne: «Mais enfin, ça va, on aura un autre enfant, arrête maintenant». Donc, ils soient pris en compte dans la dynamique, familiale et ça peut représenter un facteur de stress pour, la patiente, hein. Quand elle ne peut plus, elle dit: «Je peux plus en parler, mon conjoint, il en a ras-le-bol. Moi, je parlerai que de ça, lui, il en peut plus». Donc j'ai plus personne avec qui parler, en fait, et j'ai plus personne avec qui repasser ma douleur morale et échanger. Après, si le monsieur, comme je vous dis, la majorité des conjoints sont quand même très sensibles, et souvent ils se mettent dans cette position de devoir soutenir leur, compagne et souvent, en fait, pour eux, ça devient compliqué, mais après et quand ils sont sortis du parcours, en fait, et que, il y a plus d'accompagnement à ce moment-là, il faut voir comment il va, voir comment ça fonctionne entre 2. Pour en revenir au témoignage de Sibylle, cette dernière a été touchée par l'attitude de sa psychiatre lors d'une séance en particulier. Elle a vu sa psychiatre très émue et ça lui a fait, dit-elle, un bien fou. Quand on est soignant, qu'on est psychiatre et qu'on est confronté à des récits de vie qui peuvent être très douloureux, ça peut faire remonter des émotions très intenses et on peut craindre de montrer ces émotions aux patients, aux patientes. Mais là, dans le cas de Sibylle, à travers ses mots, on comprend que ça a eu un effet très bénéfique pour elle. Là, dans l'histoire, à laquelle vous faites référence, ça a été très aidant pour la patiente, en tout cas, elle le rapporte comme ça et la dame a été très émue, mais elle dit une phrase très importante, «Il est vraiment parti enveloppé d'amour». Alors peut-être que quand on est psychiatre, on est formé à garder plus de distance, mais ça, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours quand on accompagne les gens. On a souvent les larmes aux yeux, on a souvent la gorge serrée parce que, ça reste quelque chose d'extrêmement douloureux et pouvoir, vraiment être dans un positionnement d'accueil de la douleur des gens et juste les écouter et les accompagner dans ce moment-là. Et ça, je pense que peut-être qu'il faut des émotions pour pouvoir. On peut pas dire des choses comme ça si on n'est pas soi-même un peu ému. Mais dans la psychothérapie, il faut aussi pouvoir partager des émotions avec les gens qu'on suit sans se laisser envahir. Enfin, c'est tout le travail ça de formation à la psychothérapie. Mais il y a des moments où il faut laisser passer des choses de soi quand on veut accompagner une patiente sur un plan psychothérapeutique. Pour résumer, voici quelques éléments que vous pouvez garder en mémoire si vous êtes psychiatre en libéral et que l'un ou l'une de vos patientes vit un deuil périnatal. Accompagner une personne qui a perdu son bébé demande avant tout du temps, de l'écoute. Comme le souligne Anne-Laure Suter-Dallé, il est important de travailler main dans la main avec des psychologues formés en périnatalité afin que les patients et les patientes puissent justement prendre ce temps de poser des mots sur l'épreuve traversée. Par ailleurs, une approche pluridisciplinaire est également un élément majeur en périnatalité. Anne-Laure Suter-Dallé suggère donc d'entrer en contact avec les professionnels de santé qui ont accompagné le patient ou la patiente à l'hôpital au moment de la perte de la grossesse ou du décès du bébé. Enfin, la notion de stress perçu est essentielle. Un deuil périnatal peut être douloureux, les émotions intenses, même si la perte de la grossesse est intervenue précocement. Un grand merci à Anne-Laure Suter-Dallé, pédopsychiatre, pour sa participation au podcast du CHEM Santé. Afin justement d'avoir une approche plurielle du deuil périnatal, vous pouvez écouter ou réécouter les 7 premiers entretiens du podcast du CHEM Santé. Des entretiens dans lesquels un professionnel de santé partage avec vous son expérience à propos de l'accompagnement des personnes qui vivent ce deuil périnatal. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du CHEM Santé.